Bonjour, Saskia Bricmont. Bonjour. Faire de la politique au restaurant pour vous, c'est oui ou c'est non? Au restaurant? Faire de la politique, c'est oui. En restaurant aussi, parce que les moments de convivialité sont aussi importants en politique. Crève de soif, moi, ici. Alors on va commencer par l'apéritif. Ce 10 octobre dernier, vous étiez dans les rues de Bruxelles à la marche pour le climat pour réclamer une accélération de la transition écologique. Est-ce que l'Union européenne est trop lente? Y a-t-il encore du pain sur la planche? Vous faites bien de commencer l'apéritif par la marche pour le climat, parce que c'est là que ça démarre et c'est par la pression aussi de la rue que les politiques vont changer. Alors les politiques changent, elles évoluent. On a le Green Deal européen, le Pacte vert européen qui nous donne un cap pour avancer. Mais les ambitions ne sont pas à la hauteur des attentes, elles ne sont pas à la hauteur non plus des recommandations scientifiques. Donc c'est clair qu'il faut continuer à aller au-delà de l'apéro. Alors on va penser à l'entrée de cette interview. La semaine dernière, le Parlement votait l'initiative Farm to Fork pour une agriculture plus durable. En 2 mots, c'est quoi? La stratégie Farm to Fork, elle découle du Pacte vert européen. L'objectif de la stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, eh bien, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est la relocalisation de notre système alimentaire, de notre production alimentaire au niveau local pour que nous puissions chacune, chacun nous nourrir pour un prix accessible, au niveau local et à proximité et éviter des produits qui viennent du bout du monde. Mais est-ce qu'avec ces nouvelles mesures, les agriculteurs ne risquent pas de passer à la casserole? Par exemple, on sait qu'ils vont devoir limiter l'usage des pesticides. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Limiter l'usage des pesticides, toutes les études montrent que la rentabilité est là. Certes, les productions sont moindres, moins intensives, mais du coup aussi plus respectueuses des sols, plus respectueuses de la santé des agriculteurs eux-mêmes. C'est quand même un tiers du budget européen qui est consacré à la politique agricole et il faut que tous les subsides soient orientés vers la transition écologique du secteur agricole. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Pour notre plat de résistance, ne soyons pas trop gourmands, puisque c'est d'énergie qu'on va parler. N'est-il pas temps de mettre en place une politique européenne commune en matière d'énergie? Il est grand temps de mettre en place une politique énergétique commune au niveau européen, à la fois pour réduire notre consommation, donc rentrer dans une efficacité énergétique plus importante, pour développer massivement les énergies renouvelables, avec un objectif d'atteindre 40% de production énergétique à base de renouvelables d'ici à 2030. Notre demande, c'est qu'en 2025, on dise time, on ne soutient plus les énergies fossiles parce que sinon cette transition ne sera pas possible. On sait que face à cette augmentation des prix de l'énergie, certains pays essayent de se retourner vers le nucléaire. Pour vous, le nucléaire, c'est une opportunité décarbonée face à l'envolée des prix ou un danger sanitaire avarié? Eh bien, on a l'habitude d'entendre que le secteur nucléaire n'est pas émetteur de CO2 et que donc dans la transition écologique, il faut maintenir le secteur du nucléaire. Eh bien, c'est fondamentalement faux. Malheureusement, l'énergie nucléaire est produite à base d'uranium et que l'uranium est exploité dans le sol. C'est une énergie qui n'est pas renouvelable. C'est aussi malheureusement une énergie qui conduit à beaucoup d'abus sociaux. C'est une réalité et nous ne voulons pas continuer à soutenir ça. En Belgique, par exemple, nous avons décidé de sortir de l'énergie nucléaire. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas cette décision-là, on doit prendre la décision de réinvestir dans les réacteurs, puisqu'ils doivent être modernisés, ils doivent être entretenus. Et donc ce sont des milliards d'euros qui seraient destinés à une énergie que l'on sait fossile et de laquelle on devra de toute façon à un moment donné sortir, et qui ne sont pas investis par ailleurs dans les énergies renouvelables. Il veut pas un dessert, le monsieur? Et pour le dessert, que diriez-vous d'une babkast, une spécialité sucrée polonaise, cette Pologne qui est au cœur des tensions diplomatiques? Est-ce que ça vous laisse un goût amer? Eh bien, je continuerai à déguster les desserts parce que d'abord je suis gourmande, mais aussi parce que c'est faire honneur à la population polonaise. L'Union européenne a un énorme rôle à jouer et il y a aussi une énorme attente des citoyens polonais qui l'ont exprimé à plus de 88%. Ils veulent de l'Europe, ils veulent rester européens. On ne tolère pas, on ne laisse pas passer des dérives autoritaires comme celles qui existent en Pologne aujourd'hui et ça doit se faire aussi à coup de sanctions. Et là, la Commission européenne est trop frileuse. Elle doit
doit agir désormais à l'aide de sanctions financières à l'égard du gouvernement polonais. C'est le signe d'une Europe qui s'émiette? C'est en tout cas le signe d'une Europe qui n'est pas suffisamment solidaire. Quand on parle de construction européenne, il y a énormément de dimensions cruciales pour faire en sorte de faire avancer cette transition écologique, environnementale, mais par ailleurs il faut aussi parler social, fiscalité, de politique de logement, de politique du travail. Ce sont des thématiques essentielles pour renouer la solidarité européenne. Et quand il y a des dérives dans des États membres, ne pas attendre 7 ans, parce que ça fait 7 ans que le Parlement européen demande à la Commission européenne d'agir vis-à-vis de pays comme la Hongrie. L'Europe doit agir beaucoup plus rapidement quand les droits des citoyens sont menacés, et c'est aussi une manière de garder la solidarité européenne. Face aux enjeux climatiques, on sait que l'Europe se bat quasiment seule, parce qu'elle devient parfois une île flottante qui se bat seule pour la planète. L'Union européenne n'est certainement pas une île flottante, mais l'Union européenne, d'un point de vue social, environnementale et économique, a intérêt à respecter son pacte vert. À la COP26, elle a vraiment un rôle d'exemplarité à jouer et de tirer les autres États, les autres puissances internationales à avancer dans la même direction. Les intérêts non seulement environnementaux, sociaux y sont, mais on voit bien aussi que les intérêts économiques dépendent d'une action climatique forte.